Salut à tous, c'est Simon et vous écoutez Contrevent. Après 2 mois d'absence, 2 mois de confinement, j'ai décidé de reprendre les hostilités sur Contrevent. Et on va redémarrer cette série de podcasts avec l'interview de Simon Mutchler, le créateur de la marque Rebond, qui est une marque de ballons éco-responsables. Et nous allons échanger avec Simon autour d'un projet tout particulier qu'il a lancé pendant le confinement. Un projet qu'il a mené avec The Feebles, une boîte de design, où ils ont fabriqué un ballon très design à retrouver sur Ulule. Il reste encore 3 jours pour aller le commander, dépêchez-vous. Et les profits de ce ballon vont aux hôpitaux de Paris. Donc je compte sur vous pour aller cliquer dans le lien qui est dans la description du podcast pour aller regarder son projet et éventuellement commander un de ces ballons pour soutenir les hôpitaux de Paris qui en ont bien besoin en ce moment, comme vous vous en doutez. Voilà, je vous laisse tranquille à écouter ce nouveau podcast et je vous dis à très bientôt. Ciao. Oui, Simon, Ouais, Simon, est-ce que tu m'entends ? je t'entends parfaitement. Super, nickel. Bon, comment vas-tu ? Écoute, ça va. Ça va. Je suis dans mon après-midi de boulot comme tous les jours. En fait, je travaille à la demi-journée, quoi. Ouais. Le matin avec les enfants et l'après-midi, plus focus boulot, quoi. Toi, tu as fondé une boîte qui est assez récente, qui s'appelle Rebond, qui fabrique des ballons, Tout à fait. mais qui sont des ballons éco-responsables. Donc on va en parler un peu plus en Exactement. détail. Mais si je t'ai contacté via LinkedIn, alors j'avais déjà repéré ton projet Rebond, même avant que tu fasses ça pendant ton projet particulier là en ce moment. Ouais. Mais ce qui m'a interpellé, c'est en effet que tu as lancé très rapidement un projet autour d'un ballon que tu as fait en collaboration avec The Feebles, c'est ça ? C'est ça, exactement. Qui est une boîte de design, j'ai l'impression. Ouais, c'est des artistes, en fait. C'est un duo, Ça ils marche. dessinent à 4 mains, en fait. Ils ont toujours fonctionné comme ça et, et ça marche plutôt bien, je trouve. Ça marche. Tu peux justement, donc du coup, c'est un projet autour du ballon aussi. Encore une fois, vous avez fabriqué un ballon un peu avec un design spécifique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce projet, comment il est né et qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est né assez naturellement en fait. The Feebles, on est en contact depuis le lancement de Rebond. Pour une raison assez simple, c'est qu'on est tous les deux nantais Ok. et que lorsque j'ai lancé Rebond, Rebond a vocation à être une marque de ballon dessinée par des artistes et moi je suivais The Feebles depuis un petit moment. J'adorais leur patte graphique Mhm. et du coup lorsque j'ai lancé Rebond, j'étais venu leur en parler, on s'était rencontrés. Et eux avaient très vite adhéré au projet. On s'était dit qu'on lancerait quelque chose ensemble. Ouais. Et, euh, et on travaillait sur un ballon qui devait sortir au mois de juin avec une grosse entité française liée au football. Et avec les événements faisant, l'événement en question était l'Euro et a été annulé. Mhm. Et puis on s'est retrouvés du coup, un peu comme tout le monde, chacun chez soi, confiné. Et la réflexion a mûri. On s'est dit mais en fait il faut le faire le ballon, c'est pas grave, on va le faire d'une autre manière. Et il y avait beaucoup de, enfin, il y avait cette première semaine de confinement et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire nous pour aider à notre niveau. On voyait l'industrie du textile qui se mettait à faire des masques, des choses comme ça. Ouais, ouais. Et nous, nous on sait pas faire ça, quoi. On s'est dit mais comment on peut aider dans cette crise sanitaire qui est un peu folle et qui dépasse un peu tout ce qu'on a connu. Et puis bêtement on s'est dit mais utilisons ce qu'on sait faire, c'est-à-dire nous des ballons, vous des designs, faisons un ballon. Sauf que là on le fait d'un point de vue solidaire et dans le but de récolter des fonds pour les hôpitaux de France. Et c'est né comme ça, une idée un peu en l'air. Et puis 2-3 coups de fil après, on a appelé les hôpitaux de France, hôpitaux de Paris, voir si ça pouvait les brancher, si c'était intéressant pour eux, quels étaient leurs besoins. On a appelé aussi, on s'est dit que si on fonctionnait en précommande, il fallait une petite vidéo pour expliquer le truc. Donc de manière confinée, faire une vidéo pas simple. Ouais. Et pareil, une boîte nantaise qui s'appelle Black Mill, on les a appelés, on leur a parlé de ce qu'on avait en tête, ils se sont dit carrément, moi j'adhère, feu, on fait la vidéo de notre côté. Et voilà, en fait, tu as tout un petit écosystème solidaire qui s'est créé, Carrément. dans lequel tout le monde travaille bénévolement. On gagne pas d'argent dessus, et ça je tiens à le préciser parce que Ouais. des fois sur une lecture assez rapide, les gens peuvent croire qu'on en Ouais. profite pour faire de l'argent là-dessus, mais En fait, je non, on pense que gagne. les gens se disent c'est tellement un travail de malade que forcément ils se rémunèrent, alors qu'en fait non, tu vois. Non, c'est pas rémunéré et c'est vraiment dans le but d'aider les hôpitaux de France, les hôpitaux de Paris. Alors bien sûr, nous, ça continue à faire vivre la marque, mais
c'est bien aussi parce que quand on est, que ce soit The Feebles ou nous, on est des petites structures, hein, donc dans un contexte comme celui-ci, il faut garder un dynamisme. Nous, on a des salariés aussi, donc il faut montrer que la boîte continue de vivre, etc. Et ça fait garder quand même un certain dynamisme et un certain allant à la société, quoi. Ouais, et puis ce genre de projet a du sens. De toute façon, ça va complètement dans le sens de Rebond, hein, j'imagine que tu as voulu créer ça pour justement faire des ballons qui ont un impact moins important sur l'environnement, etc. C'est ça. En fait, c'est vrai que ça rejoint aussi, que ce soit The Feebles dans le design, que ce soit Black Mill sur la vidéo, ou nous sur les ballons. On a un boulot où on travaille pour quelque chose qui, pour nous, a un sens. C'est-à-dire que on a la chance de faire quelque chose qui est presque une passion, en fait, finalement. Et c'est vrai que là, ça s'incluait complètement dedans. Enfin, c'était du bon sens, quoi. Et en effet, nous, sur les ballons, notre volonté, notre ambition, parce que c'est encore à l'état de projet, de R&D, c'est de faire du ballon un produit 100% éco-responsable. Donc, il y a plusieurs marches pour y arriver. Il faut savoir que le ballon est un mauvais élève quand même dans la matière. Ouais. Et on trouve ça, nous, dommage. C'est vrai que le sport est porteur quand même de valeurs fortes. Beaucoup de sociétés communiquent d'ailleurs sur ces valeurs, que ce soit la solidarité, l'entraide, et plein d'autres. Et on est dans un contexte actuel où il y a quand même une prise de conscience environnementale qui est peut-être plus impulsée d'ailleurs par notre génération. Mais finalement, chaque génération aura eu son rôle à jouer. Hein. La génération d'avant, elle a enclenché le système de tri. À nous de prendre le relais, d'aller encore plus loin, puisqu'il faut aller encore plus loin. Et on s'est dit, mais en fait, le sport devrait être porteur de ces valeurs-là aussi, devrait être une sorte de haut-parleur pour sensibiliser sur les causes environnementales et sur nos responsabilités d'actes d'achat et à plus haute échelle, nos actes de production en tant que producteurs et nos responsabilités. Et voilà, donc on veut faire du ballon ce porte-parole emblématique et on veut changer la manière dont il est produit actuellement, les matériaux qui sont utilisés pour le produire et tout le flou juridique qu'il y a autour de ce produit-là également. Ouais, j'ai cru lire, alors en préparant un petit peu notre entretien, que tu disais c'était peut-être tu répondais peut-être à un journaliste ou je sais plus, mais tu disais qu'en gros la majorité des ballons étaient faits au Pakistan, je dis n'importe quoi, c'est ça ? Non, c'est tout à fait ça. C'est ça. Fait, et que du coup, en France, c'était très difficile de fabriquer des ballons parce que le dernier qui a été fabriqué en France, c'était en 1972, quelque chose comme ça. Et que maintenant, c'est très compliqué de trouver des acteurs qui sont capables de les faire. Donc, comment tu arrives à répondre à cette problématique ? Alors ouais, en effet, comme tu le disais, il y a une région dans le monde qui est vraiment spécialisée dans la production de ballons. C'est une région qui s'appelle le Pendjab. C'est une région qui est à cheval sur deux pays, entre le Pakistan et l'Inde. Ça s'explique de manière historique. Hein. À la base, c'était un seul et même pays. Et c'est à l'époque de la décolonisation, quand les Anglais sont partis, que le pays s'est scindé en deux, pour des raisons religieuses d'ailleurs. Et sauf que le savoir-faire est resté sur cette région-là, donc à cheval sur les deux pays. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, rigolo ou anecdotique, mais chaque pays a gardé sa spécialité. C'est-à-dire que le Pakistan est plutôt spécialisé football, quand l'Inde est plutôt spécialisée rugby. Et c'est vraiment une région qui a un savoir-faire culturel et historique qui n'a pas été égalé. Même des régions comme l'Afrique du Nord ou même en Europe, on a essayé d'en faire dans les années 70-80. Et on n'a jamais égalé leur savoir-faire. C'est un vrai savoir-faire culturel, artisanal qu'ils ont et qui n'a jamais été égalé. Mais alors, c'est étonnant parce que quand tu dis artisanal, j'imagine que les ballons ne sont pas tous fabriqués à la main, si ? Alors, dans cette région-là, si. Okay. Dans cette région-là, si, tout est fait manuellement. C'est-à-dire que, pour t'imaginer la chose, je ne sais pas si tu as un ballon de foot en tête, mais un ballon de foot est composé de pentagones et d'hexagones. Ouais, France 98, là, j'ai en tête. Ouais, voilà. Il y en a exactement 32. Si jamais tu joues au Scrabble, ça s'appelle un icosaèdre tronqué. En fait, ça répond à une forme géométrique précise. Pourquoi ? Parce que c'est la seule forme qui, à plat, une fois assemblée, donne une sphère parfaite et te donne quelque chose de complètement rond. Voilà. Et tous ces panneaux-là sont imprimés par sérigraphie. C'est la plus haute qualité d'impression sur du ballon, avant d'être assemblés. Et l'assemblage, la sérigraphie se fait à la main, l'assemblage se fait à la main, et tout est manuel. Il y a un pays qui s'est mis à faire du ballon en machine. Alors, en machine, c'est
c'est un peu vite dit, c'est-à-dire que l'assemblage des panneaux se fait en machine et c'est 2 panneaux par 2 panneaux. Et c'est la Chine qui, dans son développement global, s'est mis aussi à faire du ballon et qui, s'ils avaient des ballons qui n'étaient pas de très bonne facture au début, ils commencent à avoir des ballons qui tiennent sacrément bien la route maintenant. Ok. Donc voilà pour le tour des faiseurs de ballons Et dans le monde. est-ce que toi aujourd'hui tu parviens à fabriquer tes ballons? Alors, tu en as sorti un premier qui est à l'effigie du FC Nantes. C'est un bon début. Ouais. Donc il existe déjà? Tu l'as déjà fabriqué celui-là? Est-ce que tu as réussi à le fabriquer en France? Alors pas celui-ci. Celui-ci c'était vraiment une première marche pour lancer notre ambition. En fait, on s'est dit qu'il fallait déjà sensibiliser et fédérer les personnes à cette cause, c'est-à-dire expliquer comment le ballon est fait, avec quels matériaux et comment il est importé, puisque, comme on le disait, les ballons sont tous réalisés, 98% de la production mondiale se fait au Pendjab, et donc les ballons sont importés en Europe aujourd'hui. Mmh. Sauf que le ballon ne rentre dans aucune case de normes douanières. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre sur le territoire européen, il est contrôlé par les douanes et il n'est contraint de répondre à aucun cahier des charges précis, que ce soit en termes de matériaux utilisés, de peinture utilisée ou autre. C'est pas comme par exemple les jeux et les jouets qui doivent répondre à des normes strictes type EN 71, qui sont même très drastiques, hein, proches de celles de l'alimentaire. Le ballon, lui, rien. Et ça laisse la porte ouverte à plusieurs choses. Quand on est dans une époque où on est sensibilisé par rapport au phtalate dans le plastique qui peut être cancérigène, par rapport aux peintures migratoires sur les jeux des enfants, des choses comme ça, quand le ballon n'est contraint de répondre à aucune norme, ça laisse forcément la porte ouverte à des choses qui ne sont pas bonnes pour l'homme, pour ceux qui utilisent le ballon et aussi pour ceux qui le produisent. Donc ça, c'est la première chose, il fallait sensibiliser là-dessus. Et ensuite, la deuxième, c'était sur les matériaux utilisés. Les matériaux utilisés, aujourd'hui, beaucoup de vendeurs de ballons et même de producteurs de ballons parlent, lorsqu'ils décrivent un ballon de foot, ils parlent de simili-cuir. Le simili-cuir, c'est un très beau terme, c'est une très belle enveloppe pour dire que le ballon, c'est du plastique. C'est-à-dire que tous les ballons de foot, aujourd'hui, c'est soit du PVC, soit du PU. Mmh. Et on est à une époque où je pense, si on arrive, il n'y a pas besoin de grosses études pour ça, à montrer que le plastique a quand même une empreinte sur notre planète qui est négative. Et même notre gouvernement s'est mis a pour projet d'interdire le plastique à usage unique dans quelques années, donc c'est pour dire. Et il faut qu'on sorte de ce système-là, de ce modèle-là. Et donc nous, on ambitionne de sortir complètement du plastique et des procédés chimiques qui sont utilisés dans le ballon pour faire du ballon en matériaux biosourcés. Alors, il y aura plusieurs étapes pour arriver à ça. Il y a eu cette première étape, donc lancée avec le FC Nantes, où là, on a cherché, dans un premier temps, à assainir, si je puis dire, entre guillemets, c'est un beau mot, mais c'est comme ça que ça s'est passé, à assainir les matériaux utilisés sur le ballon, les matériaux de base, et aussi à donner un cadre. C'est-à-dire que le ballon qui ne répond à aucune norme, on l'a fait rentrer dans des normes de jeux et de jouets, pour la plupart des matériaux utilisés. Donc, le PU utilisé était sans phtalate, les peintures répondaient aux normes EN 71, le packaging était en coton biologique et issu de matériaux recyclés. Ça, c'était une première étape qui va nous amener ensuite à réaliser du ballon en matériaux issus de recyclage. Là, c'est une phase sur laquelle on en est déjà à la phase d'échantillonnage pour arriver à cette troisième étape qui est de faire du ballon en matériaux biosourcés, dont la phase de R&D est en cours. Ok, canon. Voilà. Vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire que parallèlement à ça rejoint ta deuxième question tout à l'heure. On travaille en effet à réintroduire la production du ballon en France. Donc, comme tu le disais, alors j'ai beaucoup communiqué sur le fait que le dernier ballon à avoir été réalisé en France datait de 1972. Erreur de ma part, en fait, la documentation était pas bonne. J'ai été contacté, et ça a été génial d'ailleurs, super rencontre, par une personne qui a travaillé dans des usines d'une célèbre marque à 3 bandes, ouais, qui était basée en Allemagne et qui faisait produire des ballons en Alsace, donc en France. Et c'est les derniers à avoir réalisé du ballon en France, et ça date de 1986. En fait, c'était le ballon nommé Tango, okay. Qui a été réalisé en France, apparemment par beaucoup de Pakistanais qui étaient dans ces usines. Ok.
Voilà. Pour revenir un petit peu sur le projet là, avec les hôpitaux de France, alors t'as déjà un peu parlé du début, mais comment ça s'est passé exactement? Tu vois, le confinement est annoncé le dimanche soir, il me semble, hein, c'est ça, et le mardi, on est tous Ouais, bloqués chez nous. c'est ça. C'est à peu près quand que tu t'es dit, ok, il faut qu'on fasse un projet qui ait du sens et où on reverse les bénéfices aux hôpitaux de France, etc. Comment c'est né Mm. et comment tu as fait en gros pour aller aussi vite? Il y a pas mal d'entrepreneurs qui se sont lancés dans des projets là, comme ça, j'ai l'impression, là, ce dernier mois. Et je suis Ouais. impressionné de voir la vitesse à laquelle ils ont exécuté les choses, et en tout cas commencé à démarrer des projets assez ambitieux. Ouais, voilà, comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour aller aussi vite? Ben, en fait, ce qui a été le plus long, ça a été le temps de décision, quoi. Ça a été de se dire, bah, voilà, le dimanche, il y a l'annonce du confinement. Le lundi, nous, on est une société avec des salariés quand même, hein, donc Mm. le lundi, on annonce aux salariés que ben, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. On parle de chômage technique, des choses mises en place par le gouvernement. Et puis, ben, ça fait peur hein, quand même quand tu annonces ça à des salariés. Tu as quand Ouais. même, dans le chômage technique, tu as le mot chômage hein, quand même. Même si tu sais ou tu espères que c'est pour un temps court, ben, tu emploies quand même ce terme qui est assez fort. Donc, pas une journée facile quand même. Et puis le soir, tu rentres chez toi et puis tu sais que tu es confiné puis que tu retournes plus au travail. Quoi. Et là, forcément, tu cogites un petit peu. Et puis après, tu te recentres. Créer des projets comme ça, créer des collabs, enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'aime faire. Quoi. C'est ce qui me motive, j'adore ça. Mhm. Et puis quand est venue cette idée-là, c'est dire, bah, écoute, toi, ce que tu sais faire, c'est des ballons. Apparemment, il y a des manques de fonds pour acheter des masques, pour acheter du matériel, c'était le branle-bas de combat, quoi. Sur la première semaine, Mm. on s'est dit, mais ok, il faut qu'on aide à notre hauteur, quoi. On fait un ballon, on le met en pré-vente sur Ulule, et les fonds, on les reverse chaque semaine aux hôpitaux de France, hôpitaux de Paris. Et de là, c'est parti par des coups de fil, quoi. On appelle The Feebles, ok. On appelle Fondation Hôpitaux de Paris, hôpitaux de France, eux, ok. Et puis à partir du moment où tu as la chaîne qui est ok, même Ulule, on les a contactés pour voir si ça pouvait se faire. Ouais. À partir du moment où toute la chaîne était ok, on a donné un go. Donc là, c'était parti. Quoi. Il y avait les gars de The Feebles ont commencé à dessiner le design. Nous, on bossait de notre côté la petite campagne sur Ulule pour expliquer le projet, comment ça allait fonctionner. Donc ça permet aussi de faire mûrir le truc. Ouais. Et puis, une fois le design sorti, ben, nous, on travaille sur la maquette du ballon, la 3D. Mm. Et puis c'est parti. Et C'est je me suis parti. toujours posé la question, est-ce que c'est simple de faire adhérer Alors, on peut se dire que c'est simple, mais j'ai ouï dire que c'était pas forcément si simple de faire adhérer des organismes associatifs, des associations caritatives, ce genre de choses, ou type les hôpitaux de Paris à qui tu reverses les fonds de ton projet. Est-ce que Ouais. c'est simple de les faire adhérer au projet? C'est compliqué ces démarches-là pour expliquer Alors, un je petit te peu dirais, à ceux qui nous ouais, écoutent? je te dirais que c'est vrai que d'habitude, sur des assos, tu as toujours un temps de réflexion. Quoi. Même si tu viens proposer quelque chose, Ouais, ils sont toujours ils laissent un temps de réflexion à voir si ça le fait en termes d'image, comment ça ouais, fonctionnerait, exactement. etc. Ouais. C'est pour ça que je te pose Mm. la question. Ouais. Ouais, mais tu as tout à fait raison. Là, sur les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France, non, pas du tout. Ça a été coup de fil, ça a été, mais l'idée est géniale. Nous, de toute façon, toutes les aides dont on a besoin, c'est les bienvenus. Il y a un tel besoin de la part des hôpitaux qui nous font des demandes tous les jours pour se préparer à cette période de pic. Que, en fait, ça s'est fait directement et c'est peut-être pour ça aussi que ça allait aussi vite. Et je pense que le contexte a aidé, c'est-à-dire que habituellement, t'es pas dans un contexte aussi urgence et aussi citoyen. C'est-à-dire que là, il y a quand même, même si il y a un côté négatif dans ce qui nous arrive, il y a un côté, il y a le contrepoids qui t'amène du Mm. positif où tu as la citoyenneté, le mot solidarité qui prend tout son sens. Et là, il y a un truc fort qui se crée. Et oui, il faut aller vite, il faut dire oui tout de suite. La réflexion, j'ai envie de dire, d'image et mercantile, elle n'existe presque plus. Quoi. C'est-à-dire que tu bosses vraiment dans un truc solidaire et humain. Et puis voilà, quoi. C'est ça qui passe avant le reste. Canon. J'aimerais bien parler aussi un peu de ton parcours. On va essayer de prendre 5-10 minutes pour en parler. J'ai vu que tu avais une formation de journaliste. Comment on passe de journaliste à fabricant de ballons éco-responsable? Ouais, c'est le côté un peu marrant de mon parcours. En fait, c'est juste que j'ai commencé très tôt. Je me destinais pas à faire ça, clairement. En effet, je voulais être journaliste à la base, donc j'ai fait des études pour.
J'ai fait des formations pour, et puis au moment de tenter de rentrer dans une école, de passer un concours auquel j'échoue, et ben, je continue sur mon cursus à la fac, sans trop que ça me plaise d'ailleurs, mais et puis au même moment, il y a un ami qui lui, pareil, est un peu en situation bancale sur ses études, et puis on se connaît depuis longtemps, on avait fait des marchés ensemble, c'était un très très bon ami, et c'est toujours un très très bon ami d'ailleurs, parce que c'est toujours mon associé. Et puis c'est né un peu bêtement, quoi. C'est-à-dire que c'était en 2008, c'est une époque où le graphisme et le design sur objets de consommation commençaient à prendre une part importante. C'était le début des maillots roses du Stade Français. C'était pour ceux qui sont de ma génération ou de notre génération, je sais pas de quelle année tu es, mais c'était la mode des 87. Donc je pense que tu as connu les caleçons Pouline. Ouais, enfin j'en ai pas, mais oui, je vois. Ouais, voilà, les caleçons bariolés. Enfin, voilà, ou les t-shirts. Je me souviens plus je crois que c'est Eleven Paris avec le visage et la moustache. Là. On était en plein dans le début du graphisme sur les objets de consommation. Et puis nous, on était tous les deux sportifs, donc moi sur le rugby et lui sur le foot. Et c'est parti bêtement en fait de se dire mais pourquoi sur le ballon il n'y a jamais rien qui s'est fait, pourquoi c'est toujours blanc, noir, très simple, très épuré. Et puis en fait on a utilisé notre stage de fin d'année pour réaliser une étude de marché sur le ballon, sur le fait de réaliser du ballon designé, etc. Et en fait de fil en aiguille on se retrouve à partir au Pakistan. C'est mon associé d'ailleurs qui a passé beaucoup de temps là-bas. On se retrouve à partir là-bas et à découvrir les usines, savoir comprendre comment se passe la production du ballon sur place. Et en fait, on revient avec une collection de ballons dessinés par des artistes qu'on commence à vendre dans des boutiques de mode. Okay. Et des boutiques de mode très élitistes. Donc c'était une première marque qui s'appelait Cube avec un K. Ouais. Et voilà. Et en fait, on avait 21 ans à l'époque, donc quand même jeune. Et puis on part là-dessus, donc on arrête la fac et puis on part sur ce délire de copains, de ballons, et puis ça commence plutôt bien puisqu'on rentre dans beaucoup de points de vente élitistes de mode. Quand tu dis que t'arrêtes je te coupe, mais quand tu dis que t'arrêtes la fac, c'est-à-dire que tu vas même pas au bout du truc, quoi. Je vais au bout du stage, mais tu vois, j'étais en 4e année et je fais pas la 5e année qui validerait le master. Quoi. Ok, ça marche. Voilà. Je m'arrête entre les deux, quoi. Cool. Et voilà, donc le point positif de ça, c'est qu'on est distribué dans pas mal de boutiques de mode en France, même en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Et on a une grosse résonance médiatique. C'est-à-dire que c'est un truc qui nous a un peu dépassé, mais on a des articles dans l'Équipe, dans WAD, des magazines très pointus de mode, même Vogue. Il y a des ballons qui passent sur le JT de TF1 pendant la Coupe du Monde. Il y a un truc qui... Il y a un effet boule de neige, on se rend compte qu'on est sur un produit qui est hyper populaire et qui, lorsqu'il est travaillé de manière différente, il attire l'œil en fait. Ouais. Et du coup, il y a une grosse résonance. Et avec cette résonance-là, on commence à être contacté par des sociétés. La première, c'était Vitel, à nous contacter pour faire du ballon de volley parce qu'ils organisent des tournois sur la plage l'été. Ouais. Et ils ont besoin de ballons et d'habitude, ils ont toujours des mauvaises expériences avec le ballon. Donc, on produit. Et puis la deuxième boîte, c'est Ouest France. Et en fait, on se rend compte que le temps qu'on a passé en usine, sur place, à pousser les limites de production du ballon, en fait, c'est un savoir-faire qui est très riche et que les entités européennes, en fait, ont du mal à faire du ballon parce que faire du ballon, ça veut dire travailler avec des pays qui ont une culture différente. Et si c'est une culture qu'on ne connaît pas ou si c'est des pays dans lesquels on n'a pas passé de temps, c'est vrai que c'est pas toujours simple de travailler avec eux, donc il faut aussi les comprendre. Et du coup, ils préfèrent passer par un interlocuteur français, à savoir nous, pour réaliser leur propre ballon. Donc en fait, cette première société, Cube, devient SG Ball, qui est finalement de la production de ballons sur mesure pour des entités externes. Donc, et c'est celle-ci qui va vivre, hein, parce que l'autre, en fait, on s'est beaucoup amusé, mais on gagnait pas notre vie. Hein. C'était un délire de copains, quoi. Et du ballon en boutique de mode, il faut quand même en vendre pas mal pour pouvoir en vivre. Et par contre, SG Ball a perduré et c'est à travers SG Ball qu'aujourd'hui on a 7 salariés et qu'on a pu à un moment poser un constat sur le marché du ballon parce qu'on a clairement appris au fur et à mesure des années et c'est un marché qu'on a découvert petit à petit. Hein.
on n'est pas allé dans le pays, on a tout découvert et revenu avec un savoir. C'est un travail de plusieurs années, de longue haleine, quoi. Qui fait qu'à un moment, tu poses un constat et tu rentres de plus en plus dans le détail et tu dis, OK, le ballon, ça se fait comme ça s'importe comme ça. Il y a des choses sur lesquelles nous, on n'est pas en phase. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'est pas en phase avec ce qu'on fait, donc on change, on fait autre chose ? Ou alors, on essaie de faire bouger les lignes, faire bouger les choses et de changer ces normes, quoi. Et puis, nous, on a pris le parti pris de vouloir changer la manière dont le ballon est fait actuellement. Et pour ça, il fallait une marque forte, il fallait quelque chose de représentatif, et c'est comme ça qu'est né Rebond. Et donc Rebond, c'est un petit peu, on va dire, un projet au sein de SG Ball au final, c'est ça ? Ou c'est complètement à part ? C'est à part, mais ça fait partie de l'histoire de SG Ball, quoi. C'est l'expérience acquise sur SG Ball qui nous a permis de dire OK, maintenant on a connaissance de tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour changer le truc, pour fédérer, pour sensibiliser ? Et Rebond, en fait, est ce porteur de projet, et c'est un peu une marque à mission, quoi. C'est-à-dire qu'elle a pour mission de faire du ballon de sport un produit éco-responsable. C'est un peu le tremplin de SG Ball et l'incubateur de SG Ball, quoi. Ok, intéressant. Et donc avec toute cette expérience et cette histoire autour du ballon, tu parlais que tu étais dans des boutiques de mode, etc. J'imagine que tu dois avoir je sais pas, peut-être des anecdotes avec des joueurs de foot ou des choses comme ça à nous raconter un peu. Ouais, on en a rencontré. C'est ça, c'est quand t'es jeune, tu te rends pas trop compte de ce qui se passe. Mais en fait, on a fait une fois, alors pas avec un joueur de foot, mais on a fait une fois un ballon en collaboration avec une marque avec un couturier français. Mm-hmm. Je sais pas si la société existe toujours. Ça s'appelait Marité François Gerbeau. Donc, ils faisaient beaucoup de jeans. C'est les premiers jeaners en France. Okay. Ils ont une très belle image et en fait ils ont trouvé génial ce qu'on faisait, donc on a fait une collab avec eux et en fait un jour on a été invité au défilé de mode. Donc en fait on s'est retrouvé avec nos ballons sur le dos et à venir sur un défilé de mode avec les ballons qui étaient au milieu de l'estrade, avec les mannequins qui passaient au milieu et voilà. Puis nous on était là à 21 ans sur notre petite chaise à regarder le défilé de mode et c'est vrai que c'est rigolo, quoi, de voir les expériences qu'on a passées, c'est chouette. C'est drôle, ouais. C'est quoi c'est quoi ton meilleur souvenir là, dans toute cette aventure autour du ballon, que ce soit au travers de Cube, SG Ball ou Rebond quel est ton meilleur souvenir ? En fait, c'est les débuts. C'est pas quelque chose de précis en soi, ouais. Mais c'est les débuts. En fait, il faut savoir que ça va paraître étrange peut-être. C'est un temps que les entrepreneurs d'aujourd'hui n'ont pas connu, mais entreprendre il y a maintenant il y a 11 ans, 12 ans, 13 ans, waouh. Ouais, il y a 13 ans, mais c'est pas du tout entre le entreprendre d'aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu entreprends, tu penses tout de suite lever de fonds. Ouais. Donc, avoir un projet qui tient la route, le vendre. Et puis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent et qui ont déjà un salaire, quoi. Parce qu'ils ont levé des fonds et ils ont le droit de faire des pertes pendant 3-4 ans avant d'exploser. Quand tu entreprenais il y a 12-13 ans, c'était pas ça, quoi. Et nous, on a commencé, on vivait à 3 dans un T2. On avait dans notre chambre, on avait les 3 lits qu'on avait séparés par des rideaux. Donc, tu vois, une proximité que tu peux avoir que à cet âge-là, clairement. Et voilà, c'est l'aventure des débuts. T'allais en banque et il fallait à tout prix avoir un prêt, quoi, pour débuter ton projet. Ouais. Et puis la banque, à l'inverse des investisseurs d'aujourd'hui, te demandait une rentabilité immédiate. Dès la première année, il fallait être à l'équilibre avant de sous 3 ans dégager des bénéfices. Donc la première année, il fallait que tu cravaches dur, quoi. Et ouais, c'est plus tout ça, c'est-à-dire que quand tu vois la manière d'entreprendre aujourd'hui et tu vois comment t'entreprenais il y a plus de 10 ans maintenant, tu te dis qu'il y a un monde d'écart, quoi. Mais c'est heureusement, c'est-à-dire qu'à un moment, avec la crise qu'il y a eu entre 2008 et 2010, ouais. Il y a un moment où les banques devenaient, alors elles avaient leur raison, c'est pas, je leur jette pas la pierre, mais les banques devenaient un frein à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu avais des idées qui pouvaient être géniales, il y avait plein d'entrepreneurs qui avaient des idées géniales, mais les banques suivaient pas parce que tu avais une proximité avec ton conseiller, mais c'était pas le conseiller qui décidait, parce qu'il y avait le frein, il y avait une prise de risque qui était minimisée au maximum parce que période de crise. Ouais. Et puis à un moment, tu as ce système de business angels,
de fonds qui a pris un peu d'ampleur, sûrement parce que les banques ne jouent plus leur rôle, donc on s'est tourné vers autre chose, un autre modèle. Et là, ça a pivoté et ça a changé. Et heureusement, d'ailleurs, c'est plus un peu ça que tu vois beaucoup de projets naître et d'innovation naître, quoi. Et toi, avec SG Ball, t'as eu recours à des levées de fonds, ce genre de choses aussi ou pas? Non, nous, je pense qu'on fait partie de la vieille école. On est parti avec un emprunt bancaire qui était très petit, de 30 000 euros. Et c'est le seul emprunt bancaire qu'on a fait jusqu'à cette année. Donc en 13 ans, on a toujours autofinancé notre développement sans emprunt bancaire. Et on est une société qui a été endettée les 2 premières années, mais qui ensuite a toujours fait des bénéfices. Donc on s'est toujours autofinancé jusqu'à cette année où on a fait un emprunt bancaire, et encore c'était petit, c'était pour un déménagement, tu vois. Donc mais là, on est sur une réflexion de lever des fonds plus sur la partie rebond, parce qu'il y a un vrai côté innovation et quelque chose sur lequel on veut aller vite. Et puis maintenant, on a aussi de l'expérience, donc on voit comment driver les choses. Et okay. on voit aussi nous plus vite, on réfléchit plus vite aussi. Donc le fait d'aller plus vite financièrement est aussi en lien avec la vision qu'on a et la manière de travailler qu'on a qui permet d'aller plus vite aussi. Ok. Bon, canon. Eh ben écoute, merci Simon en tout cas d'avoir accordé de ton temps. Est-ce que tu peux peut-être rappeler avant qu'on se quitte où est-ce que les personnes peuvent retrouver Rebond, mais plus particulièrement peut-être le projet que tu as en cours avec les hôpitaux de Paris, pour qu'ils puissent éventuellement acheter le ballon, j'imagine qu'il est encore en vente. Ouais, tout à fait. Le ballon qu'on a dessiné pour les hôpitaux de Paris est en vente sur Ulule. Donc c'est à l'adresse ulule.com/ballon au pluriel _ solidaire au pluriel. Je mettrai dans la description du podcast de toute façon le lien, mais c'est bien que tu le rappelles à l'oral. Merci. Et voilà, vous avez le choix entre un ballon de foot et un ballon de rugby. Et l'intégralité des bénéfices est reversée à la Fondation des hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et c'est un versement qui se fait chaque semaine, vraiment pour être au plus près des besoins. En théorie, sur Ulule, c'est à la fin de la campagne, mais là, c'est une petite largesse que Ulule a pu mettre en place. Et c'est super d'ailleurs, merci à eux. Et voilà, le ballon est en vente 26,90 €. Donc tu peux récolter les fonds au fur et à mesure, ça c'est sympa, c'est cool. Voilà, chaque fin de semaine, on effectue le virement vers la Fondation des hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et c'est quoi votre objectif final ? Enfin, vous êtes peut-être mis un objectif, pour peut-être motiver les gens à t'aider dans ton objectif ? Ouais, en fait, on avait un objectif rationnel au début qui était celui de permettre de lancer la production des ballons, qui était de 300 pièces, qui a été très très vite atteint. Là, au bout de 2 semaines de campagne, on est quasiment à 1000 ballons. Et en fait, on a un petit objectif qui est peut-être utopique, mais qui serait génial d'atteindre, c'est les 2000 pièces. En fait, avec 2000 pièces, on serait capable de financer un respirateur pour les services de réanimation. Et voilà, ce serait chouette de se dire qu'avec du ballon, on a pu financer du gros matériel pour des hôpitaux de France. Ce serait top, ça. Ça nous ferait dire qu'on a mis un peu notre pierre à l'édifice dans ce combat collectif, quoi. Ouais. Ça, ce serait génial. Ouais, et puis ensuite, pour suivre Rebond, le mieux, c'est les réseaux sociaux. C'est vrai que Rebond, comme je te le disais, c'est vraiment un projet, c'est quelque chose qui va se faire par étapes. Donc, c'est sympa aussi pour les internautes, je pense, de suivre l'évolution de ce projet. On essaie souvent de communiquer dessus, de dire où on en est, les phases de recherche, les collabs qui arrivent, parce qu'on continue à l'agrémenter de collabs avec des clubs et des artistes. Et ça, c'est sur les réseaux sociaux. On est très actif. On est actif sur Facebook et Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Rebond Project. Ok. Merci beaucoup Simon en tout cas. Merci à toi Simon. Et écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir à la fin de ce confinement. Ouais, ce serait super. Je serais ravi de venir voir. Un peu voir les locaux. Ouais, carrément. Avec grand plaisir. Je suis un gros fan de foot moi en plus. Donc je pense que tu seras pas déçu parce qu'on a plein de ballons partout. Donc voilà. Avec grand plaisir pour t'accueillir. Ça marche. Bon merci Simon. À bientôt. Salut. Merci à toi. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcasts qui font, il faut le savoir, la pluie et le beau temps dans le monde des podcasts, je t'encourage aussi à laisser une note et un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître Contrevent.
Si tu veux aussi m'aider concrètement à faire rayonner Contrevent auprès d'un maximum de personnes, parle-en cette semaine à 2 personnes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contrevent dans vos écouteurs ou sur la route. Kenavo, bye, ciao.